Et coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes mardi aujourd'hui, comme d'habitude je n'ai pas eu le temps de vous prendre hier, du coup j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Update, lecture en cours, réception, podcast, série. On commence la semaine avec une petite valise bien remplie de jolies choses à vous dire. Je vais commencer par les réceptions. Avant de commencer par tout le reste, là il s'agit du coup d'une réception de la part des éditions Archipoche. Pardon, j'ai reçu un message, c'est pour ça que mon regard est remonté très légèrement. Alors, réception des éditions Archipoche et il s'agit d'un suspense Soleil de sang de Christophe Ferré, j'imagine. J'aime beaucoup la couverture. Petit résumé. Babelio, sur Babelio, on a écrit un thriller implacable. Au petit matin, Juliette se réveille sur une plage de la Côte d'Azur, l'esprit embrumé. Peu à peu, des bribes de souvenirs lui reviennent. La veille, l'anniversaire de Flavia, sa mère, a viré au carnage. Tout semble accuser Flavia qui a depuis disparu. Comme l'instruction piétine, Juliette décide de mener l'enquête, quitte à exhumer les noirs secrets de sa famille en apparence sans histoire. Pour ce suspense, Christophe Ferré. Ah oui d'accord, en fait ils ont... Là, ils ont bien mis l'accent, mais là, ils l'ont zappé. C'est pour ça que je ne prononçais pas très bien le nom de famille. Pour ce suspense, Christophe Ferré s'est librement inspiré de l'un des faits divers les plus passionnants du XXIe siècle, l'affaire Dupont de Ligonnès. Il a publié... C'est quoi ça? Il a publié plusieurs suspens, dont La petite fille du phare, en cours d'adaptation pour la télévision. Et le dernier paru aux éditions Archipel, Les Amants du Mont Blanc, inspiré de la tuerie de Chevaline. J'ai l'impression que ce monsieur, alors j'ai jamais rien lu de lui, mais j'ai l'impression qu'il s'inspire pour chacun de ses romans de faits réels. Merci beaucoup les éditions Archipel, donc collection Archipoche. Il fait 400 pages, un petit suspense qui va se lire bien vite. Autre réception, je ne sais pas de qui ça vient. Ah bah c'est les éditions Charleston. Ah trop bien, j'avais trop hâte de le recevoir celui-ci. De Suzanne Desrochers, Les filles du nouveau monde. Donc édité chez Charleston. Ah trop bien. J'avais vraiment hâte de le recevoir celui-ci parce que quand j'avais lu le résumé, il me tentait vraiment beaucoup. Alors je vous lis le résumé. Paris 1769, orpheline, Laure Beauséjour a été élevée dans la plus stricte discipline par les officières de la Salpêtrière, au milieu des miséreuses, folles et prostituées. Ses jours sont rythmés par la rigueur de son travail à l'atelier de couture et ses nuits par les cris qui s'élèvent du dortoir Sainte-Claire. Mais lorsque ses pensées s'échappent, elle se prend à rêver d'une vie de couturière aux Halles, hors de la cruelle institution qui est à la fois sa maison et sa prison. Pourtant, c'est sur des terres bien éloignées que son destin s'accomplira. Laure est envoyée avec une centaine de jeunes femmes en Nouvelle-France. Ces filles du roi sont destinées à épouser les colons établis de l'autre côté de l'océan pour y créer un nouveau foyer de peuplement. À peine débarquée, Laure comprend que, loin des promesses d'abondance et de richesse, ce qui l'attend dans ce nouveau monde pourrait être plus inhumain que l'enfer si familier de la Salpêtrière. Un roman puissant et émouvant sur l'histoire méconnue de ces femmes sacrifiées, déracinées et envoyées servir les intérêts de la couronne dans une prison à ciel ouvert. J'ai très très envie de lire ce livre. Ouais, le résumé m'avait, je sais pas pourquoi, m'avait marqué et bref, embarqué. Et elle a écrit, cette autrice, alors j'ai jamais rien lu d'elle, l'histoire oubliée des jeunes mariés de la Salpêtrière. Ah oui, non, d'accord. Ah ben non, alors attendez. C'est ça que j'ai lu. Donc ça a été un best-seller international. Donc ceci, avant d'être traduit en français. Et elle a du coup... Attendez, j'ai du mal à comprendre. Fille du Nouveau Monde. Bah si, c'est celui-ci. Donc c'est son premier roman. Ah non, mais en fait, elle a rien écrit d'autre. Ah, mais j'étais persuadée qu'elle avait écrit d'autres romans, cette autrice. Non, mais alors je me fourvoie complètement. Non, donc pardon, excusez-moi, c'est son premier roman, donc best-seller à l'international. On remet les wagons, voilà, les uns derrière les autres, et on y va, Laura. Voilà, et puis j'aime beaucoup au passage la couverture. Voilà, donc pour les deux réceptions, merci beaucoup encore Charleston et les éditions Archipel. Update lecture en cours. Alors, si vous avez regardé le dernier vlog, vous savez que je me lance un défi
personnel qui est de lire 14 livres en 14 jours. Sur une idée de Louise, livresse de lire des livres, qui lance de temps en temps un challenge qu'elle fait de façon groupée avec d'autres personnes sur 7 jours, 7 livres. Et ce que je disais, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle lance ça, moi c'est jamais forcément le bon moment, mais pour autant j'avais quand même envie de me challenger là-dessus. Donc voilà, donc je me suis dit bah tant pis, je vais le faire de mon côté au moment où le plus opportun pour moi. Et en fait, en voulant constituer ma palle pour ce défi perso, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de livres que je pouvais vraiment mettre sur ces lectures journalières. Et du coup, plutôt que de faire des choix, je me suis dit, ben, tout simplement, n'en fais pas de choix. Et plutôt que de faire 7 jours, 7 livres, fais 14 jours, 14 livres. Ce que j'ai fait, j'ai publié ma story. Et du coup, je crois que c'est Anne-Sophie, Asphenixenco, donc A-S-P-H-E. nix.cie, je vous mettrai le lien de son profil là, qui m'a dit allez vas-y banco, moi je me lance. Et du coup je me suis dit mais en fait il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient le faire en même temps que moi. Et du coup on a été rejoint par du coup Lucie, l'atelier de Fadette, qui fait les super belles bougies notamment, et les lectures de Cham. Et donc du coup toutes les 4 nous avons commencé le défi 14 jours 14 livres hier. Et j'ai commencé mon défi avec un Serena Giuliano, Ciao Bella. Voilà, celui-ci, du coup, il me restera le dernier roman qu'elle a sorti et j'aurai lu tous les livres de Serena Giuliano, autrice que j'ai découverte grâce à Manon, les lectures de Manon. Et franchement, Manon, si tu passes par là, merci encore parce qu'elle fait vraiment partie des autrices que je vais suivre et dont je vais me procurer les romans à chaque sortie parce que c'est le genre de romans feel good mais qui abordent des sujets très forts et très sensibles et extrêmement émouvants, mais voilà, sous couvert de beaucoup de légèreté, de beaucoup d'émotions et de beaucoup de dentelle aussi. Là donc on retrouve Anna. Alors chaque chapitre en fait c'est une date. Donc le roman commence en 2010 le 6 août et se termine le 31 mars 2018. Et donc du coup, on va suivre comme ça la thérapie d'Anna et les échanges entre elle et sa psychologue, puisque Anna consulte une psychologue, puisque elle est enceinte donc de son... J'ai cru que c'était mon petit chat. Elle est enceinte de son 2e enfant et en fait sa première grossesse a été très compliquée. Elle a accouché d'un enfant prématuré. Enfin voilà, ça a été extrêmement bouleversant. Ça y est, on est reparti sur les extrêmement. J'ai toujours pas trop de synonyme, excusez-moi. Elle a été vraiment bouleversée par cet accouchement, par cette grossesse, par les complications. Et du coup, elle se décide d'aller voir une psychologue pour un petit peu mieux préparer la naissance de son second enfant, qui est une petite fille. Et ce qui va permettre du coup à la psychologue d'aller un petit peu creuser sur le passé et l'enfance de Anna, son rapport avec son père, son rapport avec sa mère, son rapport avec sa sœur Julia qui est autiste. Et j'ai vraiment beaucoup ri. Anna, ce personnage a un humour mais décapant. Mais j'ai ri en fait, je me suis retrouvée dans des situations... En fait, on va dire que chaque situation qu'elle vit au quotidien qui vraiment sont difficiles pour elle, puisque Anna est une personne extrêmement angoissée. Non mais il faut que j'arrête avec l'extrêmement. Est une personne très angoissée, très stressée, qui a peur de tout. À un moment chez la psychologue, elle fait la liste de ses peurs, mais elle a peur de tout. J'aurais dû en fait vous noter le passage, mais elle a peur vraiment des fois de petits riens. De pas grand chose. Ah voilà, j'ai l'extrait. Je n'ai jamais connu de période sans angoisse, jamais été complètement sereine. D'aussi loin que je me souvienne, je ne me suis jamais sentie pleinement heureuse ni insouciante. Je n'ai jamais été une enfant. J'ai peur du vide, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la maladie, peur de devoir toucher les restes de nourriture dans le siphon de l'évier, peur du bruit des cris, peur de la mort, peur des manèges à sensations, peur de la séparation, peur de l'autoroute, peur des grandes surfaces bondées, peur de la souffrance, peur de l'échec, peur de la vitesse, peur qu'on me remarque, peur qu'on ne me remarque pas, peur de l'accouchement, peur de mon père, peur de perdre contrôle, peur des pommes de terre qui ont germé, peur de la lumière des néons, de l'enfermement, des pâtes trop cuites. Enfin bref, vous avez voilà tout ça, la liste des peurs d'Anna, et c'en est qu'une partie. Et du coup, en fait, elle, sous couvert d'un trait d'humour
mais vraiment très 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 drôle. Elle dépeint en fait à sa psychologue les situations du quotidien qui la mettent dans un état vraiment ingérable. Et ça me fait penser vraiment à Anne-Gaëlle Huon, l'autrice, qui a récemment partagé sur les réseaux sociaux, sur son compte Instagram, une situation vraiment très drôle, où elle est allée dans un magasin, je crois que c'est King Jouet, pour acheter des cadeaux aux camarades de son fils, puisqu'il est invité apparemment à beaucoup d'anniversaires dans les semaines qui viennent. À la sortie de King Jouet, il y a le petit stand où du coup il y a une dame qui fait les paquets cadeaux et qui en même temps a une boîte pour mettre des petits pourboires. Bref, la dame fait les paquets cadeaux, son fils sollicite sa maman pour du coup laisser un pourboire à la dame. Bon bref, les cadeaux s'accumulent sur la table. Anne-Gaëlle rentre chez elle et en fait en mettant du coup, en débarrassant les paquets sur la table, elle se rend compte qu'il y en a un qui est quand même assez gros et surtout assez lourd, et en fait elle se rend compte qu'elle a embarqué avec les paquets cadeaux la boîte à pourboire quoi. Mais en fait la boîte à pourboire c'était une boîte en carton mais recouverte de papier cadeau avec juste une fente. Donc en fait elle a considéré que ça faisait partie de sa pile de paquets, sauf pas du tout. Et en fait dans ce livre ce ne sont que des situations comme ça et qui sont mais vraiment drôles, ce qui fait que du coup Anna qui a un boulot dans la banque va de par son verbe comme ça assez drôle et son analyse du quotidien assez caustique va du coup en profiter pour explorer un nouveau métier dont je ne vous dis rien puisqu'à ce moment-là je vous révélerai une bonne partie du roman, mais toujours est-il que voilà, sous couvert de cet humour et sous couvert de cette jeune femme qui découvre une seconde grossesse avec beaucoup de difficultés, qui replonge dans son passé avec beaucoup de difficultés, aborde voilà des sujets autour de la femme, de la féminité, de la maternité, de son rapport aux parents, de son rapport à soi-même, de son rapport avec les autres aussi dans la société, de notre rapport avec les peurs qu'on se crée, nos propres angoisses, les angoisses qu'on renvoie sur nos enfants, sur notre compagnon. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et il me semble d'ailleurs que c'est son premier. Elle parle aussi beaucoup de Virginie Grimaldi. En fait, je me suis même posé la question à quel moment en fait Serena Giuliano n'avait pas beaucoup mis aussi d'elle-même dans ce roman. Je ne sais pas, d'ailleurs je voulais aller ou écouter ou lire quelques interviews au sujet de ce livre pour savoir justement à quel point elle y avait mis d'elle-même. Du coup, et puis c'est aussi une femme qui est partagée entre plusieurs identités, puisqu'elle est italienne, elle a débarqué en France avec sa mère, puisque sa mère est française, son père est italien, son mec il est pas algérien, marocain, enfin il est d'Afrique du Nord, je sais plus de quel pays exactement. Donc voilà, il y a aussi une mixité culturelle, religieuse qui fait que voilà, il y a aussi ce mélange de cultures voilà, qu'elle retranscrit vraiment très bien dans ce roman. Donc je vous le conseille si vous ne connaissez pas Serena Giuliano. Enfin je vous conseille celui-ci, je vous conseille Mamma Maria et je vous conseille Luna. En fait je vous conseille tous les livres de Serena Giuliano parce que on passe toujours un excellent moment. Bon, encore une fois, je commence ce vlog avec 13 minutes déjà au compteur, tout va bien. Update, puisque je l'ai lu du coup la semaine dernière et je l'ai fini cette nuit. Il s'agit donc de La saignée de Cédric Cyr, lecture commune organisée par Manon, les lectures de Manon. Alors, comme je vous le disais dans le précédent vlog, le prologue, j'ai eu envie de vomir mon dîner, ce qui n'a pas été le cas, mais j'étais clairement limite. Et après, on respire. Il s'agit donc de... Alors, vous résumez un livre de Cédric Cyr sans vous en dire trop, mais en vous en disant assez pour vous donner envie. Défi. Il s'agit donc de Estelle. Estelle, c'est une garde du corps. C'est une nana, faut l'imaginer, sèche, en même temps baraque, avec une certaine stature qu'en impose, championne de boxe, qui a écumé les rings de long en large et en travers, qui a un sacré coup droit, et qui, voilà... travaille pour une personne, Clément Douroux, qui du coup est un patron de boîte de nuit, peu scrupuleux et qui met un petit peu à mal du coup son personnel dont Estelle. Et en fait, on comprend au fur et à mesure que Estelle est un personnage psychologiquement contient une sacrée couche en termes de violence. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais on sent qu'en fait, elle est dans une lutte perpétuelle pour ne pas se laisser happer par cette violence qu'elle a en elle.
Parallèlement à ça, donc il y a beaucoup de va-et-vient dans les temporalités, mais on s'y retrouve assez bien. Et parallèlement à ça, donc à tout cet univers de combat et de violence, il y a aussi tout l'univers du dark web, des bitcoins qui gravitent du coup autour d'Estelle. Et donc voilà, il y a, on comprend donc dès le début, dès le prologue, qu'il y a des personnes qui payent en bitcoin pour du coup rejoindre la saignée, et lors de la saignée, ce qui se déroule en live, donc ça je peux vous le dire parce que vraiment dans le prologue on a cette scène dès les 5 premières pages. La saignée, donc c'est une vidéo en live que vous du coup vous pouvez regarder depuis votre ordinateur, vous payez un certain nombre de bitcoin et vous avez accès à un certain jour, une certaine heure, à du coup la saignée, qui est un live où une personne est au milieu de la pièce et est mise à tabac. Et ce live du coup est regardé par les voyeurs, les seigneurs et le grand seigneur. Chacun n'a pas payé bien entendu la même somme. Les voyeurs, comme son nom l'indique, regardent uniquement. Les seigneurs peuvent donner des ordres au bourreau en disant bah, fais-lui ça, fais-lui ça, fais-lui ça, bref. Et le grand seigneur, lui seul, a l'autorisation d'asséner un peu le coup fatal et de tuer littéralement la personne qui est au milieu de la pièce. Et c'est une pièce qui est complètement rouge. Voilà, et donc tout ça se mêle, l'histoire d'Estelle, l'histoire de cette pièce, l'histoire du dark web, et du coup bah forcément derrière tout ça il y a un enquêteur qui est Quentin Falconier, qui est un expert informaticien, et en fait lui il enquête, enfin en tout cas c'est pas un policier de terrain, c'est vraiment un policier qui est derrière son ordinateur et qui progresse dans les enquêtes uniquement en explorant les données numériques. Donc il est capable de vous retracer n'importe quel trajet, n'importe, enfin voilà, il a accès au cadre, enfin voilà, il arrive à aller dans le web, dans le dark web, dans tout le système, je sais même pas comment on appelle ça, je suis tellement pas expert, on va dire informatique, enfin toutes les données numériques, il arrive à les exploiter pour réussir à résoudre des enquêtes. Et lui aussi, on va facilement, enfin vite comprendre qu'il est un petit peu, border aussi. Donc bref, la saignée, ce que j'en ai pensé, c'est qu'au début ça démarre fort sur les 5 premières pages, envie de vomir. Après, ça se calme. Et après, du coup, j'ai trouvé ça un petit peu plan-plan par rapport au prologue qui clairement envoyait du lourd, même s'il était vraiment très dérangeant. Mais du coup, je me suis dit, bah, à quel moment, en fait, on va repartir sur ce truc ultra gore. Et au final, je n'ai jamais retrouvé jusqu'à la fin du livre ce que j'avais ressenti avec le prologue. Donc j'ai été un petit peu déçue par ça. Vous allez dire, c'est complètement contradictoire. La meuf nous dit qu'elle a envie de vomir, que ça la dérange, mais en même temps elle a envie d'avoir de nouveau envie de vomir en lisant le livre. Oui, bah c'est un thriller, hein, donc forcément on a envie de se faire un peu mal. Et du coup j'ai pas retrouvé cette sensation tout au long du roman. Ceci dit, j'ai retrouvé l'écriture addictive de Cédric Cyr, ça clairement elle y est. J'ai passé un excellent moment, là j'en mets pas du tout en question ça, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais moment, mais que du coup, voilà, c'est-à-dire que 5 premières pages, bim, ça commence fort, uppercut, hein, littéralement on parle de boxe mais là c'est ça, et après, voilà, tranquille quoi, on est sur le ring mais on dodeline de la tête et on n'y va pas franco quoi. Donc voilà, après il y a une grosse accélération sur les 200 dernières pages on va dire. Donc sur un livre qui en fait 600, que sur les 200 dernières pages, je ne pouvais pas le lâcher. Mais voilà, il m'a manqué le... Je dirais que si vous voulez découvrir Cédric Cyr, si vous voulez un peu taper dans le dur dès le début, Vindicta, La saignée et La mort en tête. En fait, au début, sur le groupe de conversation, j'avais dit Vindicta, La mort en tête, La saignée. Mais comme maintenant j'ai lu la fin, La saignée remonte en deuxième position, je dirais. Enfin voilà, un petit peu mon avis sur La saignée de Cédric Cyr. Et du coup, mon livre pour le jour 2 de 14 jours, 14 livres, c'est L'orage qui vient de Louise May, qui est l'autrice de La deuxième femme, qui est parue il y a quelques temps aux éditions Lattès, et qui abordait le thème des femmes battues. Et là, on est sur un roman post-apocalyptique et qui est plutôt à destination des ados. Donc pour ça que je l'ai sorti aujourd'hui, sachant que ce soir nous sommes invités à dîner, donc je ne vais pas beaucoup lire ce soir. Donc je me suis dit il me faut quelque chose qui passe vite. Grosse police de caractère, on est sur 200 pages, donc je pense que voilà, je vais le commencer là en déjeunant et cet après-midi il est fini.
Voilà pour ce que j'avais à vous dire. 20 minutes podcast. Comment tu fais? C'est un podcast que j'ai découvert hier sur le compte Instagram de Laurie Tillman. C'est une personne que je suis depuis un moment parce que je trouve que c'est quelqu'un de très solaire, qui fait vraiment beaucoup de bien, qui a un peu la positive attitude par excellence. Et j'ai découvert qu'elle avait un podcast, je sais pas pourquoi j'ai pas capté ça avant, qui s'appelle Comment tu fais ou Comment fais-tu? Non, Comment tu fais, je crois. Elle en est à une bonne dizaine d'épisodes maintenant. Et son dernier, en fait, elle a invité Anna Vanel ou Anaïs Vanel, non, je sais plus, qui a écrit le livre Tout quitter. Donc je vous mettrai la couverture ici, dont on a beaucoup entendu parler. Alors beaucoup ont dit que c'était un roman, mais j'ai vu quelques extraits sur le compte Instagram de Laurie Tillman. En fait, c'est plutôt des petits paragraphes par page, et c'est un peu des pensées, des divagations, plus de l'écriture un peu philosophique, introspective, je dirais. Et donc, comme son nom l'indique, c'est une personne, donc Anna ou Anaïs, peut-être Anna Vanel, qui a tout quitté donc dans le podcast. Enfin, je vous invite vraiment à l'écouter. Elle expliquait qu'elle travaillait dans une maison d'édition, qu'elle avait un très bon poste et qu'à un moment, juste, elle ne s'y retrouvait absolument pas. Et que du coup, elle est partie vivre sur la côte ouest française. Qu'elle a pris des leçons de surf et qu'elle a adoré, et que voilà, moi je vous raconte pas du coup son histoire, surtout si vous voulez lire le livre, mais aussi écouter le podcast. Et en fait, c'est le genre de podcast qui fait un bien de malade. Vraiment, je trouve que c'est le genre de podcast qui un peu nous incite à sortir de notre cadre, à sortir de nos limites, et juste à sortir la tête du guidon. Parce que vous voyez bien, hein, le quotidien, voilà, quand on a des enfants, quand on a un métier, quand on a d'autres activités en dehors de notre métier, quand on s'investit dans différents projets, et ben en fait, tout simplement, le temps, on l'a plus, le temps nous manque, le temps file à une vitesse de folie, on a l'impression de rien apprécier, de faire tout vite, mais de pas être ancré dans l'instant quand on fait les choses. Et ce genre de podcast, enfin surtout celui-ci, c'est une respiration, et ça nous invite vraiment à nous poser 2 secondes et nous dire hey, 2 secondes, prenons un peu de hauteur sur ce qu'on est en train de vivre, et peut-être juste faisons les choses un peu plus lentement, prenons le temps et respirons un bon coup. Donc si vous avez besoin d'une respiration comme ça, d'un petit bol d'air frais, ou je sais pas, peut-être d'approfondir une réflexion que vous avez vous-même sur votre quotidien, sur, je sais pas, l'envie de changer quelque chose, ou l'envie de carrément tout changer, écoutez ce podcast, et je vais me procurer de ce pas Tout quitter. Parce que vraiment, j'ai posté sur Instagram en story un texte autour du sourire. Et c'est tout bête, hein, le sourire. Mais quand vous offrez un sourire à quelqu'un, même que vous ne connaissez pas dans la rue, ou que vous en recevez un, et moi je trouve que ça vous change la journée, en fait. Plutôt que de tirer une tête de 2 pieds de long et de ruminer Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté où... je sais pas, essayer aussi de s'entourer de gens qui sont positifs et qui sont dans le sourire plus que dans voilà, je tire une tête pas possible, je porte le monde sur mes épaules. Bah ça fait du bien en fait, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc allez-y sur le podcast. Le livre, je peux pas vous dire ce que j'en ai pensé puisque je ne l'ai pas lu, mais en tout cas les rares extraits que j'ai pu voir sur le compte Instagram de Laurie Tillman m'ont vraiment beaucoup inspiré. Et autre petite chose que je voulais vous dire, je vais vous parler de la série Les Papillons Noirs, que je n'ai pas terminée, mais j'ai commencé en parallèle, mais la solo parce que je n'impose pas ça à mon mec. La nouvelle série qui s'appelle L'Impératrice sur Netflix, et qui, bien entendu, retrace une partie de la vie de Sissi. Et ça, on adore. Et du coup, c'est une autrice. En fait, du coup, la série est inspirée d'un livre écrit par Gigi Pataki, je crois. Le livre est édité chez J'ai lu, et d'ailleurs la couverture, c'est la couverture de l'affiche de la série. Donc j'ai commencé cette série, j'ai dû regarder 2-3 épisodes, c'est vraiment rigolo. J'avais déjà vu l'adaptation sur TF1 l'hiver dernier, et les adaptations assez récentes de l'histoire de Sissi, je trouve, sont plutôt sombres. On est loin de l'adaptation avec Romy Schneider, qui était plutôt côté princesse, et c'était beau, c'était frais, c'était rayonnant.
Là, on aborde un peu plus quand même les côtés sombres de la vie de Sissi, et que du coup l'adaptation avec Romy Schneider avait un peu tendance à oublier. Donc franchement, si vous aimez ce personnage historique, si vous aimez les adaptations en série, allez-y, parce que pour l'instant, moi j'aime beaucoup. Voilà, allez, j'ai fini. 25 minutes, je m'arrête là. Je vais faire des cut au montage pour essayer de réduire un petit peu ce timing. Et je vous reprends sûrement demain, du coup, avec l'update de l'orage qui vient. Peut-être des réceptions et ma lecture en cours de demain. Je n'ai pas encore fait ma petite sélection, mais si je prends le premier qui est au-dessus de ma pile des 14 livres, c'est celui-ci que je dois lire, La librairie de Lille de Gabriel Zévin. Donc peut-être que je lirai ça demain, surtout qu'on a un peu de route en plus, puisque nous sommes en cours d'achat d'une nouvelle voiture. Bref, mais ça c'est pas du tout le propos. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous reprends plus tard. Et bonsoir tout le monde, nous sommes jeudi. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être blanche, mais il faut dire que je suis un petit peu cramée, c'est pour ça que je suis blanche, bref. Alors, mon challenge défi 14 jours, 14 livres avance bien. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu mes publications sur Instagram, mais à chaque fois que je commence un nouveau livre et que je termine un livre, jour après jour, je fais des petites stories. J'ai terminé ce livre-ci que du coup j'ai lu en jour 2. J'ai terminé ce livre que j'ai lu en jour 3, du coup hier mercredi. Et je suis actuellement en train de lire donc pour le jour 4, aujourd'hui, Jeudi, pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun, édité aux éditions Archipel dans leur collection Archipoche. Il est 22h, je pense. Il me reste ça à lire. Je pense que ça va le faire. Au pire du pire, je le terminerai demain matin à la première heure. Mais je pense que ça va le faire. Et puis l'histoire me plaît plutôt bien. Avant de vous faire mes updates, je voulais juste vous parler d'une réception de la part des éditions Charleston. Et il s'agit... Oh mais je me souvenais pas qu'elle... je me souvenais pas qu'elle avait écrit ce titre. Il s'agit d'un Lucinda Riley, le domaine de l'héritière. Voici le beau bébé qui fait combien de pages? 600 pages. Mais ça se passe dans le sud de la France en plus. Alors je vous lis le résumé. Gassin, sud de la France, printemps 98, alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial en manque d'entretien. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée, et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, les grands cyprès de part et d'autre de l'entrée, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentours. Tout la ramène à son enfance, mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres si familières cachent de nombreux secrets, et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. De la Provence au Yorkshire, Lucinda Riley nous offre une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Donc, comme d'habitude, il s'agit d'une double temporalité, secret de famille, personnage principal féminin. Et alors, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand on me dit que ça se passe dans un château familial en France, qui plus est. Donc, je pense que ça va bien me plaire, le domaine de l'héritière. Trop bien. Comme on dit, les filles... Angie, Lucinda Riley est sans conteste la reine des romans à double temporalité. Elle réussit toujours à m'embarquer autant dans le présent que dans le passé. Laura's Reading, un superbe roman qui nous emmène au cœur d'un réseau de résistance et nous offre un panel de personnages des plus intéressants. Louise, l'ivresse de lire des livres, l'écriture de Lucinda Riley est douce, fluide et surtout très immersive. Elle amène souvent de la poésie dans ses descriptions et nous emporte entièrement. Bon, a priori, elles ont quand même plutôt bien aimé les copines. Du coup, encore un nouveau Lucinda Riley à découvrir. Et je vous avoue que, bien entendu, à un moment, on sait que ça va se terminer puisque Lucinda Riley est décédée il y a
2 ans, presque 2 ans maintenant je crois, et que bah au bout d'un moment forcément... Ah bah voilà, elle est décédée, ah non, un an, le 11 juin 2021. Donc en fait on sait qu'à un moment, les manuscrits, bah forcément, la source va se tarir et que voilà, en fait, j'ai pas envie de dévorer tous les Lucinda Riley qu'il me reste encore dans ma palle. J'ai vraiment envie de les étaler pour encore garder ce plaisir de découvrir les romans de cette autrice. Voilà, avant qu'il n'y ait plus de manuscrits à découvrir. Merci beaucoup, en tout cas, les éditions Charleston pour cet envoi. Update, du coup, L'orage qui vient de Louise May, édité aux éditions La Ville Borule. Alors, donc c'est un roman ado. Donc en fait, je me suis dit qu'en faisant cette update, alors à la fois il fallait que je me mette dans la peau d'un ado, parce que forcément un adolescent n'attend pas la même chose qu'un adulte d'une lecture. Et en même temps, je me suis dit, bah oui, mais il faut quand même que ça reste mon avis, de mon point de vue à moi. Alors, ce que j'ai pensé de ce livre, donc déjà c'est un livre post-apocalyptique, donc on comprend qu'il s'est passé quelque chose d'assez affreux pendant la période qu'ils appellent la période de l'avant, et là nous sommes donc dans la période de l'après, et en fait l'événement un peu fort, j'ai l'œil qui me gratte, je pense que je ne supporte plus mes lentilles à partir d'une certaine heure, et je refuse de mettre mes lunettes, puisque je suis myope, mais... Et que du coup, si je mets mes lunettes, en fait, ça fait des espèces de tout petits yeux en cul de bouteille. Et je déteste ça. Bref, et en fait, ce moment un peu clé qui a du coup un petit peu plongé le monde dans le chaos s'appelle la rétractation. Et du coup, nous sommes en fait dans un endroit qui s'appelle le hameau avec un grand H. On ne sait pas vraiment où il est situé, s'il est situé en France ou s'il est situé dans un autre pays. Et dans ce hameau vivent exclusivement des femmes et des enfants, et qui vivent dans un, on va dire dans un endroit où on se satisfait, où on est autonome, où il y a notamment un extrait que j'ai photographié avec mon téléphone. Donc comme je filme avec mon téléphone, je ne vais pas pouvoir vous lire, mais en tout cas l'extrait, voilà, relatait un petit peu cette façon de vivre un peu plus dans la sobriété. On nous parle beaucoup de sobriété en ce moment, donc c'est pour ça que ce livre fait vraiment écho à ce qu'on vit en ce moment. Où en gros Mila, le personnage principal, qui est une adolescente de 15 ans, voilà, nous relate un petit peu la vie de ce hameau où du coup elles font le commerce d'une eau. Donc l'eau dans le roman est écrit avec un E majuscule, ce qui vraiment, on comprend assez vite du coup que cette eau avec un E majuscule a une importance vraiment clé dans la vie du hameau. Importance clé aussi dans notre vie aujourd'hui, n'est-ce pas, et qu'en fait elles font le commerce de cette eau, et en fonction de ce qu'elles mettent dans l'eau, des herbes, des minéraux, etc., en fonction de comment elles l'assaisonnent, l'eau, on va dire, et ben elles créent l'eau de l'oubli, l'eau de la jeunesse, enfin voilà, plusieurs eaux comme une espèce de médecine un peu naturelle, mais qui passe à travers l'eau qu'elles produisent, qu'elles récoltent. Et du coup Mila dit, mais en fait on pourrait être extrêmement riche, on pourrait avoir beaucoup plus de choses, être propriétaire de beaucoup plus de terres et mieux vivre, et aller au marché à Our, qui est la ville la plus proche, et acheter plein de denrées, plein de vêtements. Mais en fait non, le hameau, les femmes qui vivent et les enfants qui vivent ont choisi de vivre de façon très raisonnée, de façon très sobre, et dès qu'ils ont besoin de quelque chose, d'essayer au maximum de pouvoir le fabriquer elles-mêmes, et ne pas avoir besoin d'argent pour posséder cette chose. Voilà un petit peu l'ambiance de vie de ce hameau. Et en fait, un jour, va débarquer un homme. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais du coup, voilà, je vous laisse imaginer un hameau avec que des femmes et des enfants. Un homme qui arrive, voilà, quelles sont ses intentions, bonnes, mauvaises, pourquoi il est là, comment il a trouvé le hameau, sachant que elles font vraiment très attention pour que ce lieu reste secret et que personne ne puisse venir les déranger. Et il y a ce personnage de Mila, donc qu'on suit vraiment dans la vie de ce hameau, et qui elle aussi a un secret
secret bien entendu qui reste un mystère tout au long du roman et qui est dévoilé, on va dire, vers la fin, vers le dernier quart. Et voilà, donc en fait j'ai bien aimé, ça a été un petit peu long à se mettre en route, un petit peu long à comprendre quels étaient les personnages, comment fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms au début. Au début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à déterminer qui étaient les mères, qui étaient les enfants. Enfin voilà, j'ai eu un peu de mal à schématiser, à repérer chaque membre du hameau. Mais une fois que ce fut fait, voilà, ça l'a plutôt bien fait. Et en fait, il y a toute la partie où vraiment Mila nous parle du hameau, de la mise en place du hameau et de comment elles fonctionnent toutes ensemble. Cette partie était un peu lente à partir du moment où l'homme débarque. Là, ça y est. Enfin, moi, ça m'a bien capté. Je suis bien rentrée dans l'histoire. Donc, franchement, c'est un bon roman. C'est un bon roman adolescent, en effet. Qui, du coup, nous offre de quoi penser, de quoi réfléchir sur la façon dont nous vivons aujourd'hui, sur ce côté où voilà, on dit souvent que on a besoin des hommes et en fait du coup ce hameau prouve le contraire et qu'en fait la femme est capable voilà c'est toute cette question en fait de est-ce que si demain il n'y a plus d'hommes, est-ce que la femme peut s'en sortir, et inversement, si demain il n'y a plus la femme dans la société, est-ce que l'homme peut s'en sortir sans la femme, et qu'est-ce que l'homme apporte à la société, qu'est-ce que la femme elle apporte à la société, est-ce que vraiment chacun a des rôles bien définis ou est-ce que finalement non, et la femme peut autant accomplir que l'homme. Enfin, il y a aussi toutes ces questions qui sont abordées dans ce roman et qui sont assez intéressantes et abordées de façon assez fine et assez philosophique, où du coup on n'offre pas une réponse toute faite au lecteur, mais on lui susurre des mots à l'oreille, on le laisse un peu réfléchir et voilà, et un peu mûrir voilà toutes ces réflexions. Donc non, assez intéressant. Autre update, il s'agit de Et puis Fuck, on n'a qu'une vie de Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Pirou, édité chez Solar Édition, où on va suivre le personnage d'Alice. Alice, elle travaille dans une agence de design publicitaire, on peut dire ça comme ça. Elle a du coup un compagnon qu'elle adore, 2 enfants, et pour son anniversaire, donc c'est pas ses 30 ans, je sais plus quel âge elle a. Voilà, pour son anniversaire, ses 3 super copines, du coup, l'invitent dans un bar et lui réservent la surprise, c'est-à-dire qu'elles lui ont prévu un week-end où Alice avait l'habitude de passer ses vacances étant enfant dans la maison de sa grand-mère ou de sa tante, je ne sais plus, bref. Et dans cette maison où elles vont passer du bon temps entre copines, elle va retrouver un carton dans lequel il y a des affaires d'elle enfant et une liste qu'elle avait rédigée quand elle devait être plutôt du coup adolescente, une liste de choses, de 10 choses, de 10 envies, et en fait quand elle retrouve ça, elle se rend compte que sur les 10 envies, il n'y a qu'une seule chose qu'elle a réalisée, et du coup ça va être un petit peu le déclencheur d'une réflexion sur sa vie, sur ses envies, sur ce qu'elle a vraiment envie de faire, sur quelle est sa place aujourd'hui dans son microcosme, dans la vie des autres, dans sa vie, enfin voilà, quelle place elle occupe et qu'est-ce qu'elle a vraiment envie de faire, quelles sont ses passions, quelles sont ses motivations. Et du coup, elle va entreprendre un espèce de voyage en quête d'elle-même. Et en fait, si le sujet de base peut être très développement personnel, la BD ne l'est pas du tout. Elle est plutôt humoristique, plutôt fraîche, plutôt légère. Et en fait, ce qui m'a manqué dans cette BD, j'ai passé un très bon moment. Ça, voilà, je vais pas dire le contraire. Mais ce qui m'a manqué dans cette BD, c'est que les autrices auraient peut-être que les autrices auraient pu un peu plus approfondir d'un point de vue développement personnel, philosophique, psychologique, cette thématique de je change de vie, je prends un virage, je prends une nouvelle voie, quelles sont les étapes qui font que j'y parviens. Et là, je trouve que c'est resté un peu trop en surface. Alors ouais, c'est cool, la nana donc trouve un van, je vous spoil pas puisque c'est la couverture, et elle décide de se casser pendant une semaine
pour prendre du bon temps et en même temps réfléchir sur elle. Mais je sais pas. Il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué du lien, il m'a manqué de la consistance en fait. Il m'a manqué de la consistance dans la réflexion de cette femme. Je trouve que les épisodes, parce qu'elle rencontre plein de gens, elle va voir sa grand-mère, elle rencontre les copines de sa grand-mère, qui ont un groupe qui s'appelle les Croquantes, elle va voir une amie qui a une chambre d'hôte et une ferme. Et je trouve que les échanges entre ces personnages ne sont pas assez poussés, s'arrêtent trop vite. Et manque de profondeur. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment mon ressenti. Donc j'ai passé un bon moment. Lisez cette BD si vous voulez un petit peu de fraîcheur, un petit peu de spontanéité. Mais si vous pensez trouver une réflexion sur je suis à un instant T de ma vie et j'ai envie d'aller vers autre chose, une autre voie, d'emprunter une autre voie, passez votre tour parce que on va pas assez dans l'approfondissement de ces thématiques. Mais il n'empêche que c'est une BD. J'ai passé un bon moment, mais voilà, en vrai demi-teinte. Voilà pour cette journée de lecture. Du coup, je pense que je reviendrai demain avec l'update de ce livre. Que j'aime beaucoup. Mais en règle générale, dans la collection Instant Suspendu, donc là qui est édité en poche, je passe dans 90% des cas de très bons moments de lecture. Donc je reviendrai avec l'update de ce livre et avec normalement l'update de la lecture de demain, si j'arrive à tourner une vidéo demain dans la soirée. Sinon je vous ferai l'update du coup samedi. Voilà un petit peu pour les news. J'ai terminé la série L'Impératrice, donc dont je vous parlais précédemment sur Netflix. J'ai beaucoup aimé et j'ai versé ma larme sur le... Alors je sais pas si c'est le dernier épisode, je ne sais pas s'il y aura plusieurs saisons. En tout cas l'actrice qui est allemande. J'ai regardé un peu plus d'infos, elle est mi-turque, mi-allemande, je sais plus de qui et de qui, son père turc je crois et sa mère allemande, bref. Elle est d'une beauté saisissante. Et je suis allée voir son compte Instagram et c'est assez fascinant de voir que c'est une actrice comédienne qui du coup je pense va avoir un énorme succès suite à la diffusion de cette série sur Netflix, mais qui n'a absolument pas le compte Instagram d'une... actrice potentiellement à succès. C'est-à-dire que je pense qu'elle est... Donc il me semble me souvenir qu'elle a fait une école d'art. Et son compte Instagram vraiment reflète ça. Elle est plutôt dans la photographie, mais la photographie contemporaine, l'art contemporain. Enfin, on sent que c'est vraiment une artiste et c'est pas une comédienne qui a l'habitude de fouler les tapis rouges et de s'habiller dans des robes absolument somptueuses. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir des acteurs, des actrices, des comédiens et des comédiennes de théâtre qui... on sent qu'ils ont un peu les pieds sur terre et qu'ils ne sont pas baignés dans la lumière et ça fait du bien et ça se ressent dans la façon qu'elle a de jouer dans cette série que j'ai adoré et il faut vraiment que je me rencarde si l'épisode que j'ai vu hier c'est vraiment la fin ou s'il y aura une suite parce que j'aime beaucoup trop cette adaptation de la vie de Sissi. Voilà, allez, je m'arrête là et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes samedi, suite et fin de vlog et nous commençons avec un unboxing puisque j'ai reçu un colis de la part des éditions Hurlevent à l'occasion de la sortie très prochaine, donc la semaine prochaine du roman La Duchesse de Buckingham et apparemment ce colis c'est carrément la folie. Alors attendez parce que c'est un carton dans un carton. Voilà, et on a un groupe de discussion avec les filles et il y en a certaines qui ont déjà reçu le colis, qui l'ont déjà ouvert. Et ça s'enflamme sur le groupe de discussion, je sais pas ce que les filles nous ont réservé dans ce colis, mais apparemment c'est un truc de dingue. Donc déjà je suis vraiment extrêmement, il fallait que je le cale, ravie de recevoir enfin le roman La Duchesse de Buckingham. Voilà, hein, comme vous le savez, on a lu les épreuves non corrigées en format numérique. Et voilà, le fait d'avoir cette histoire qui a été un vrai coup de cœur pour moi entre les mains, de pouvoir le relire, de pouvoir le prêter. Quoi que le prêter, je sais pas, je verrai, je suis pas sûre.
Mais enfin voilà, ça me met en joie. Alors, ah là là, je suis un peu surexcitée. Petit mot de la part de Sarah, Alexia et Marion. Ah là là. Alors déjà. Oh. Non mais attendez, je pense que je suis pas prête. Alors déjà. Oh là là. Oh, non mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis je suis tellement heureuse d'avoir ce livre entre les mains là comme ça. Alors déjà, voilà, je vous montre La Duchesse de Buckingham de Shannon Malka. Donc, attendez, je vous montre parce que en fait, le truc qui va être kiffant au fur et à mesure des publications des éditions Hurlevent, ça va être de caler, bien entendu, tous les livres de la maison d'édition les uns à côté des autres. Donc autant vous dire que dans la bibliothèque, ça va juste être canon. Ah là là, je suis trop contente. Avec le petit marque-page qui va bien, avec l'illustration donc de Lucie et un petite dédicace donc de Shannon. Ah là là. Et puis accessoirement quand même les avis des copines et le mien du coup au début du roman, et ça c'est cool, on est content. Qu'est-ce que j'avais mis? Tout n'est que passion dans ce roman, avec un pan politique qui n'ignore rien de la révolution sociale anglaise, mené tambour battant par les chartistes, et un autre pan plus romantique, jouant sur cette figure à la Darcy de l'homme détesté et détestable. L'écriture de Shannon Malka ne s'encombre pas de fioritures inutiles, elle nous sert avec justesse et fluidité la richesse d'un règne qui prend toute la mesure de ses limites. Voilà mon avis donc au début donc du roman, et comme d'habitude, édition juste voilà, qualitative à souhait, avec des interlignes qui offrent vraiment un confort de lecture indéniable. Ah là 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 là. Et ah si, je voulais voir. Alors attendez. Est-ce que... Alors attendez, parce que... Ouais, voilà, c'est ça. Ça, du coup, j'avais ouï dire qu'il y aurait ça, du coup, au début du roman. Et je suis trop contente de découvrir la playlist, du coup, qui va de nouveau accompagner la relecture de ce roman. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, via l'application Spotify, du coup, il y a un QR code version Spotify. Et en fait, vous le scannez de votre téléphone et vous avez directement la playlist qui est sur Spotify. Ah, c'est trop cool. C'est trop bien. Je suis trop contente d'avoir ce livre entre les mains. Alors, la suite. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, mais c'est... Alors, attendez. Ah, mais c'est énorme. Ah non, mais c'est énorme. Alors, je vais vous montrer ça. En fait, ça, du coup, c'est le Hampshire Chronicle. Désolée pour mon accent. Southampton Courrier. Et en fait, c'est... Alors, il faut que je vous raconte l'histoire. Je vais commencer par ça. Il faut que je vous raconte l'histoire, en fait, de ce roman pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a ça dans ce colis. En fait, on va suivre, du coup, Helena Quincy. Donc, nous sommes au 19e siècle, en 1841, en Angleterre. Et en fait, Helena Quincy a perdu sa maman. Elle vit dans un domaine, donc elle appartient à la très haute aristocratie anglaise. Elle vit avec ses 3 frères et son père, donc elle est exclusivement entourée d'hommes. Elle vit vraiment dans sa bulle entre ses cours d'étiquette, ses balades à cheval. Enfin voilà, elle vit vraiment cloîtrée comme toutes les femmes en fait de cette époque au 19e siècle en Angleterre, où voilà, ce qu'on leur demande, c'est absolument pas leur avis ni d'exercer une toute autre activité que celle réservée aux femmes de cette époque. Et il s'avère qu'un jour, Helena va pouvoir accompagner l'une des gouvernantes de la maison du coup à Southampton, et elle va être témoin de violences infantiles d'un patron envers son employé, mais plus petit esclave, puisqu'à l'époque les enfants travaillaient dans les usines, étaient clairement complètement sous-payés, maltraités, enfin bref. Voilà, situation absolument déplorable, catastrophique et horrible et violente. Et Helena, du coup, va être témoin de
de cette scène, et en fait c'est un peu sa petite bulle de confort qui va exploser. Elle va prendre conscience que à l'extérieur de son magnifique domaine anglais, il y a une autre vie, il y a des différences sociales indéniables, et du coup elle va prendre sa plume et elle va décider d'écrire donc dans ce canard local un petit avis en disant mais que fait-on en fait pour face à cette situation, que fait Buckingham Palace que fait la reine, et à un moment il faut agir, et elle signe de son nom. Donc en fait voilà, c'est un peu ce qui va, on va dire, déclencher un petit peu tout le roman. C'est vraiment le point de départ du roman, qui se déroule vraiment au tout début, et voilà, c'est vraiment le point de départ de l'histoire, et c'est ce sans quoi voilà, toute l'histoire d'Helena à la cour voilà, n'aurait pas pu se produire. Donc je trouve ça génial que les filles aient reproduit en fait enfin voilà, et reproduit ce canard là de local dans lequel Helena Quincy écrit du coup au tout début du roman. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ça c'est juste trop fort en fait. Ça c'est un truc de dingue. Ça c'est un truc de dingue. Pardon hein, mais elles nous ont quand même mis un exemplaire de Oliver Twist de Charles Dickens. Mais donc elles nous ont mis des vieux exemplaires. C'est-à-dire, je pense que c'est un exemplaire qui a été chiné. Mais les filles, vous êtes complètement dingues. Parce que du coup, il est forcément question, donc Charles Dickens est un auteur bien entendu de cette époque, et qui, notamment à travers Oliver Twist, a mis un petit peu le doigt dans l'engrenage des différences sociales en Angleterre au 19e siècle, notamment à travers son œuvre. J'adore cette odeur. J'adore cette odeur, mais je pense que je préfère cette odeur à l'odeur du papier neuf en fait. Vous savez, cette odeur de grenier, de brocante. Alors, je pense qu'il y en a qui vont me dire, mais c'est dégueulasse. Mais en fait, j'adore cette odeur. Et puis alors voilà, hein, il fut un temps, je crois que je l'avais mentionné dans quelques vlogs, j'allais chez tous les bouquinistes que je croisais pour acheter des vieilles éditions reliure cuir. Enfin voilà, j'en ai quelques-unes d'auteurs que j'adore, et en plus cet exemplaire est en anglais. Enfin, non mais les filles, je suis complètement fan. Je suis complètement fan. Elles sont complètement dingues. Toujours du coup, alors là on est sur un Earl Grey Royal, pardon. Alors attendez, parce que il y a une petite enveloppe accompagnée de ce thé. Elle nous avait déjà mis du thé déjà dans le premier colis qui était juste vraiment super bon. Et là, elles nous ont mis un petit mot. Earl Grey Royal, un thé incontournable, un thé noir de type Kimen, je pense qu'on dit ça comme ça, qui vient de Chine, parfumé avec de la bergamote. Son origine remonte à la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. C'est au cours de cette période que vécut le comte, ou Earl, à la Chambre des Lords, Charles Grey II. Celui-ci avait l'habitude de parfumer son thé avec de la bergamote. Cette habitude est restée dans les mœurs, au point de conserver le nom de Earl Grey. Ah mais énorme! Ah mais c'est énorme comme histoire, je la connaissais pas cette histoire. Oh, non mais ce colis est dingue. Ce colis est dingue. Et ce que j'adore, c'est qu'à chaque fois, il est bien noté la température et le temps d'infusion. Là les filles. Alors qu'est-ce que... Non mais... elles sont complètement... Elles sont complètement tarées. Attendez, qu'est-ce que je suis un peu déboussolée parce que je ne m'attendais pas à un tel colis, que je sais pas ce que j'ai fait de mon ciseau. Je sais pas ce que j'ai fait de mon ciseau. J'ai retrouvé mon ciseau. Non mais les filles... Bon, je vous parlerai un petit peu plus du roman dans un second temps, parce que là je vous en ai parlé vraiment très rapidement, alors qu'il y a plein de choses à dire sur ce roman. Mais
Mais là, de vous parler du roman dans son intégralité, alors que je suis en train d'ouvrir un colis, c'est pas forcément le moment le plus propice. Oh là là, non mais elles sont complètement folles. Non mais est-ce que c'est pas trop beau? Est-ce que c'est pas trop beau quoi? Non mais j'adore. Et donc ça, j'imagine que c'est la petite soucoute. Non mais je vais être obligée de faire un message sur le groupe, alors sans rien dévoiler, mais juste pour dire, non mais les filles, je pense que de l'ensemble des colis que j'ai pu recevoir depuis que je suis sur Instagram et tout, je pense que les colis de la maison d'édition Hurlevent sont quand même les plus beaux colis que j'ai reçus. Parce qu'il y a une vraie réflexion. Il y a une vraie réflexion, en fait, derrière l'envoi de ces colis et derrière la confection de ces colis. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté... Il y a rien à jeter dans le sens où, quand les maisons d'édition envoient des colis, c'est vraiment très gentil et forcément, on adore, enfin je veux dire, on va pas cracher dessus. Mais ce qui me gêne un peu à chaque fois dans l'envoi de ces colis, c'est qu'on va dire, dans 70% du temps, la plupart des choses qui sont envoyées, on ne va pas les utiliser ou elles vont finir au fond d'un placard. Et là, en fait, à quel moment vous allez mettre ça au fond d'un placard, les amis? Moi, ça, je vais l'exposer, en fait. Bref, les filles, pareil, l'édition de Charles Dickens, quoi, Oliver Twist dans sa version anglaise, chinée, enfin... Mais les filles, franchement, vous êtes trop fortes, et je pense qu'il y a des jeunes filles, quand même, parce que ce serait ballot de jeter des choses. Je pense qu'encore une fois, je ne crache pas dans la soupe, entendons-nous bien. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une réflexion de malade sur la confection des colis, et ça tombe juste à chaque fois. Donc bref, je suis complètement raide dingue de ce colis. Je suis complètement raide dingue de ce roman. Du coup, je vous en parle un petit peu plus maintenant que je suis remise de mes réflexions. On se dit que le vlog va faire plus d'1 heure, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais prendre le temps, et comme il sort la semaine prochaine, j'ai vraiment envie que vous puissiez avoir mon avis pour du coup vous précipiter dessus. Du coup, comme je le disais, donc voilà, vous avez Helena Quincy qui est issue d'une grande famille aristocrate anglaise, qui vit donc avec son père et ses 3 frères, qui est du coup dans une famille essentiellement masculine, enfin que masculine. Les seules femmes qu'elle fréquente, ce sont du coup les bonnes cuisinières, enfin voilà, les femmes qui gravitent plutôt du côté voilà, des domestiques, et en fait donc du coup un jour elle est témoin d'une scène de violence extrême, et là révélation, c'est non mais c'est quoi ça, c'est pas possible, comment on peut laisser faire ça, et du coup ça se déroule sous le règne de la reine Victoria. Donc du coup dans les années 1841, où clairement la révolution anglaise gronde, et donc on est en plein dedans, et elle va vouloir se révolter. Si vous voulez un petit peu, moi ce personnage d'Helena Quincy m'a fait penser à... c'est Quincy ou Quincy? Non, Quincy. M'a fait penser à un mélange entre Héloïse Bridgerton, si vous connaissez le personnage d'Héloïse Bridgerton, et Elona Holmes, qui est la sœur cadette de Sherlock Holmes. Si vous avez lu les livres ou si vous avez vu les films qui sont adaptés de ce personnage, vous voyez à peu près de quel personnage je parle. Ce sont des personnages qui sont infiniment libres, qui sont révoltés, qui n'ont pas la langue dans leur poche, qui font fi des différences sociales, qui font fi de la place de la femme dans la société à leur époque, qui ont envie d'indépendance, qui ont envie de choisir qui aimer, qui épouser, qui en gros ont envie d'en faire qu'à leur tête, mais ce n'est pas pour embêter le monde, c'est parce qu'il gravite en elles de fortes convictions qu'elles ont envie d'explorer, qu'elles ont envie de triturer, enfin voilà, elles ont envie d'aller au bout de leurs convictions, et pour elles, il est hors de question de se laisser marcher sur les pieds, et il est hors de question de rester silencieuse. Donc on est sur ce personnage. Est-ce que je vais... Oui, voilà, si c'est marqué dans le résumé, donc je ne vous spoile rien. Et du coup, cet événement va faire qu'elle va aller
Voilà, elle va partir vivre à Buckingham Palace. Je vous dis pas voilà comment ça se fait cette transition, mais bon bref, elle finit donc du coup par aller vivre à Buckingham Palace. Et là du coup, elle va en apprendre un petit peu plus sur le côté politique, on va dire, du règne de Victoria, les difficultés aussi que c'est d'être une reine à l'époque du 19e où la femme, du coup, n'a pas forcément voix au chapitre. Et du coup, la reine Victoria est essentiellement entourée d'hommes également dans, en tout cas, toute la partie conseil politique et voilà, et les directions à prendre, hein, ses principaux conseillers, ou en tout cas 100% de ses conseillers sont masculins. Et du coup, c'est vrai que je me disais après réflexion que Victoria et Elena ont vraiment beaucoup de points communs, puisque ce sont deux femmes fortes et qui doivent faire entendre leur voix. Derrière tout ce pan politique et social, vous avez aussi tout un pan plutôt romantique avec un personnage dont je tairai le nom parce que j'ai pas envie de trop en dire, qui va, on va dire, déstabiliser complètement Elena, et qui moi m'a beaucoup fait penser au personnage de Darcy, ce fameux personnage qu'on aime détester en fait, et qui sur fond de détestabilité accrue, un petit cœur tout mou, et pour diverses raisons, voilà, c'est un homme qui ne va pas montrer son petit cœur tout mou. Il faut un petit peu ouvrir la porte et un petit peu gratter pour comprendre que cet homme lui veut de belles intentions. Donc voilà un petit peu pour ce livre. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un coup de cœur intersidéral, vraiment. Ce livre est complet, il est d'une finesse de folie. Il est, et je le disais dans le live que j'ai fait du coup il y a 15 jours avec Shannon, il est cinématographique ce livre. C'est-à-dire que quand vous avez les scènes où Elena est sur son cheval et part au galop dans la lande anglaise, vous avez l'image, vous avez Orgueil et préjugés, le film avec Keira Knightley dans la tête. J'avais les musiques de Ludovico Einaudi dans la tête. J'avais la bande originale de Orgueil et préjugés avec Keira Knightley, pareil, dans la tête. Les descriptions, les actions, en fait, alors est-ce que c'est parce que je me suis énormément nourrie de tous ces films de cette époque, et que du coup forcément je projette aussi beaucoup de cinéma là-dedans? Moi j'ai trouvé que l'écriture était très cinématographique, vraiment. Bref, je peux juste lisez La Duchesse de Buckingham, vraiment c'est une pépite, ce livre. Ouais, c'est le livre que je vais garder dans ma bibliothèque, mais il fait combien? Il fait 459 pages en plus, donc c'est pas non plus un gros pavé. On a envie qu'il y ait d'autres tomes. Clairement, on n'a pas envie de s'arrêter là, même si la fin n'incite pas forcément à une suite. On ne se dit pas « Ah, mais elle nous laisse là-dessus, c'est quoi la suite ?» Non, pas du tout, c'est juste qu'en fait, il y a vraiment une fin, une conclusion, mais on a envie de rester avec les personnages, on a envie de rester à cette époque, et on a envie qu'elle continue à écrire, on a envie qu'elle continue à nous transporter. Donc Shannon, si tu passes par là, mais bon voilà, hein, je t'ai déjà dit ce que je pensais de ton livre, j'ai adoré, et franchement, sur l'ensemble des voix hurlevent, on a à 100% tout adoré ce roman. Alors après, voilà, avec des petites divergences, enfin voilà, mais moi je sais que sur Babelio, je vais noter 5 sur 5, enfin... Pour moi, c'est un sans faute, ce roman, de A jusqu'à Z, c'est un sans faute. Donc, juste la seule faute, c'est qu'il est trop court. Et qu'on aimerait, en fait, voilà, qu'il fasse le double et qu'il y ait d'autres tomes. Et voilà, donc lisez La Duchesse de Buckingham, c'est un trésor. Et bravo encore les filles, parce que... vous avez fait un boulot de folie. Comment passer à autre chose après ça? J'ai terminé du coup hier dans le cadre de mon défi 14 jours, 14 livres. Donc ça c'était mon jour 3. C'était mon jour 4, donc c'était Jeudi, pas d'ombre sans lumière de Dorothée Catoun, édité chez Archipoche. On va suivre Adèle et Lisa. Donc d'emblée, j'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai lu vraiment très vite. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a derrière ce livre une profonde histoire d'amitié, donc entre deux femmes qui s'appellent Adèle et Lisa, qui ont des histoires de vie complètement différentes. Que je ne vais pas vous relater ici puisque je vous laisse découvrir, mais elles ont voilà, des histoires de vie, des histoires de femmes, des histoires de couple
des histoires de maternité complètement différentes, et c'est une amitié sur fond de prise de décision extrême. C'est pas juste est-ce que je change de voiture, ce sont des prises de décision qui changent leur vie. Et donc sur ce fond-là, il y a aussi toute la partie, et ça je n'y attendais pas du tout, j'avais pas lu le résumé exprès, donc c'est vrai que c'est pas mentionné, donc j'aurais pas pu le deviner, mais je trouve ça intéressant de le dire maintenant, et je ne vous spoile pas du tout, parce que c'est une partie de l'histoire qui accompagne l'histoire, mais qui ne provoque pas l'histoire, voilà, si je puis m'exprimer ainsi, mais sur fond du coup d'attentats. Attentats Charlie Hebdo et attentats Bataclan. Pour celles et ceux qui ont été très touchés par ces attentats, de près ou de loin, n'ayez pas peur, ne vous dites pas « Oh là là, j'ai pas envie de lire ce livre parce que ça va me replonger dans les attentats, dans la tristesse, etc. » Absolument pas. Les attentats sont en filigrane au fond. On ne reparle pas de comment ça s'est passé, le nombre de victimes, absolument pas. C'est juste, on les mentionne pour faire comprendre que les personnages sont ancrés dans une époque qui change, dans une époque qui fait peur, dans une époque qui, du coup, nous rappelle que, bah ouais, bordel, la vie est courte et qu'il faut en profiter. Voilà, mais vraiment un très bon roman. J'ai passé un super moment et j'ai été très touchée par ce roman. Donc il fait 370 pages. Je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très juste dans la relation amicale entre Adèle et Lisa. Je l'ai trouvé très juste aussi dans la façon dont elles évoluent toutes les deux dans leur vie sur plusieurs années de vie. Mais vraiment un très très bon roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Et du coup, hier samedi, mais non, on est samedi aujourd'hui, donc non, ça c'était le jour, lundi, mardi, c'était le jour 3, et en jour 4, du coup, comme j'avais pas beaucoup de temps, j'ai lu L'homme qui plantait les arbres de Jean Giono, illustré par Olivier Dévaux. Je vous ai déjà montré des illustrations, mais enfin voilà, elles sont vraiment très très belles. Pour rappel, il s'agit du coup du personnage de Elzéar. Et alors, je ne me souvenais plus, c'est une histoire que je connais parce qu'il y a eu une adaptation canadienne de l'histoire donc de Jean Giono, et je ne me souvenais plus que ce personnage s'appelait Elzéar. J'adore ce prénom, du coup j'étais limite à dire à mon mec « Vas-y, tu veux pas qu'on change de prénom? Elzéar, c'est trop mignon !» Pour du coup mon deuxième fils. Mais non, en fait, le prénom qu'on lui a donné, on adore. Mais d'un coup, je me suis dit « Ah, Elzéar !» Si j'étais tombée sur ce prénom plus tôt, peut-être que j'aurais eu des doutes. Et du coup, en fait, il est question donc d'un jeune homme qui parcourt du coup les massifs provençaux et qui tombe sur le fameux Elzéar, qui est un berger, et qui, de façon très minutieuse et régulière, plante quotidiennement des glands dans la terre, puisque du coup, à l'endroit où il est, donc vraiment dans les sommets, reliefs de Provence, c'est assez désertique, il y a peu d'arbres, et du coup, l'objectif d'Elzéar, c'est de replanter du coup des chênes un peu partout, et tous les jours il va planter ces chênes, mais tous les jours, il n'y a pas un seul jour il va pas avec ses glands qu'il a vraiment bien triés, bien humidifiés, il les plante, et voilà, donc alors je vous raconte pas la suite si vous souhaitez lire ce livre, mais toujours est-il qu'il y a une très belle leçon écologique, humaine derrière ce livre. En fait, limite, Pierre Rabhi aurait pu l'écrire, quoi, ce livre, si vous connaissez Pierre Rabhi, mais Pierre Rabhi aurait pu écrire ce texte. Et en fait, il nous dit, ce livre, ben voilà, vous avez un homme qui a 70 ans, qui clairement n'a plus aucun intérêt en fait à planter des arbres, puisque potentiellement dans quelques années il ne sera plus là, il sera décédé. Mais par contre, il fait cette démarche au quotidien, il parcourt les montagnes tous les jours pour aller planter des glands pour que demain, les enfants et les générations qui viennent puissent vivre dans un endroit où il y a des arbres, où il y a de la nature. Et en fait, on comprend du coup au fil du texte que
le retour de cette nature, le retour en fait de ce poumon vert à l'endroit où c'était complètement désertique, fait revenir de la vie, mais dans tous les sens du terme. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant à analyser. Et c'est surtout que lui le fait dans un désintérêt total. Et c'est en ça que c'est vraiment très beau et très poétique. Et j'adore ce texte. Alors après, il est pas... là, vous voyez, je pense qu'il est considéré, il est édité chez Gallimard Jeunesse, donc comme un album jeunesse. Clairement, je m'étais dit que j'aurais pu le lire à mon fils qui a 3 ans. Mais en fait, c'est un petit peu juste quand même parce qu'on est vraiment sur du vocabulaire et de la syntaxe typique des années 50. Donc, des phrases où parfois, vous relisez la phrase 2 fois avant de comprendre parce que c'est pas du tout la syntaxe d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai un... Ah voilà. L'année d'après, il y eut la guerre de 14 dans laquelle je fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oublié. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que je repris le chemin de ces contrées désertes. Bon, les dernières phrases, ça va, mais à dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres. Mais c'est vrai que la phrase « à dire le vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi », on est clairement dans une syntaxe des années 50, et vous voyez un peu, et du coup l'écriture c'est vraiment ça. Alors ça n'empêche absolument pas de comprendre l'histoire, mais voilà, il faut juste savoir que si vous le lisez à vos enfants, il y a voilà cette syntaxe où ils vont peut-être un peu, moi du coup mon fils de 3 ans clairement il va un peu bugger, il va pas forcément comprendre, et j'ai pas non plus envie de transformer les phrases pour qu'il puisse le comprendre parce que j'ai envie de lui lire le texte original. Mais voilà, et puis surtout que voilà, les illustrations je les ai trouvées vraiment magnifiques. Donc voilà, si vous ne connaissez pas ce texte, il prête vraiment à réflexion autour justement de la nature et comment on fait pour aujourd'hui faire un peu marche arrière, ou en tout cas rendre à la nature ce qu'on lui a pris, ce qu'on est toujours en train de lui prendre, et dans un désintérêt total, encore une fois. C'est en ça que c'est beau. Et ben voilà. J'ai fait le tour. Bon bah génial. Je suis en train de lire un livre de Sandrine Colette, mais alors j'ai lu 5 pages tout à l'heure, c'est mon livre d'aujourd'hui, donc livre du jour 6. Pour l'instant on tient bien le rythme avec les filles, donc je le fais pour rappel avec l'atelier de Fadette, avec les lectures de Cham et avec As Phoenix Co. Et pour l'instant on suit plutôt bien le rythme, avec peut-être un peu plus de déséquilibre sur cette fin de semaine, parce que je crois que hier on a tout été quand même plutôt pris. C'est pour ça qu'hier j'avais pris du coup le livre jeunesse, mais voilà, aujourd'hui j'ai le temps de lire mon Sandrine Colette, et voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit, beaucoup de blabla cette semaine, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Je vous conseille, Manon, les lectures de Manon, a édité un vlog hier. Je vous conseille d'aller le voir pour celles et ceux qui sont intéressés par la saga des McCoy mais qui n'ont pas encore sauté le pas, puisque j'ai commencé à regarder le vlog de Manon hier, et notamment au début où elle parle du coup du tome 1 de la saga des McCoy qu'elle a découvert il y a peu de temps sur mes conseils et elle a beaucoup aimé, mais elle émet une certaine réserve. Alors voilà, elle est vraiment au taquet, dans le sens où elle l'a lu en 48 heures, qu'elle va attaquer le tome 2, voilà, elle l'aime beaucoup. Mais du coup, ce que j'ai apprécié dans sa critique, c'est que voilà, elle émet une réserve sur certaines choses qui pourraient un peu toucher la sensibilité de certaines personnes. Beaucoup de mystères. Je vous laisse aller voir son vlog et la critique du coup voilà, qu'elle fait du tome 1 des McCoy, mais son retour est plutôt intéressant, notamment sur une scène qu'il y a dans le tome 1. Alors clairement, et elle le dit, moi je me souviens plus de cette scène, ou en tout cas elle n'a pas dû me marquer plus que ça. Voilà, mais en tout cas Manon ça l'a vraiment marqué, donc je me dis que voilà, on n'a pas toutes et tous les mêmes sensibilités, mais du coup c'est vrai que ça peut être bien d'avoir ce retour là, en tout cas sur les McCoy, avant d'entamer du coup la lecture de la saga, sachant que ce dont elle parle est vraiment très présent dans le tome 1 et très peu, voire plus du tout dans les tomes qui suivent. Donc
Donc voilà, bon écoutez, j'espère en tout cas que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end. La semaine prochaine, de nouveau, normalement, 7 updates avec mes 7 lectures de la semaine. Pour l'instant, je tiens le bon bout, je suis contente, je suis fière de moi. J'en tire quelques leçons, notamment celles que clairement je pourrais lire plus, et que c'est dommage de me mettre un petit coup de bourre et un petit coup de pression pour du coup accélérer mon rythme de lecture. Mais en tout cas, voilà, ça m'a prouvé à moi-même que je pouvais lire plus que d'habitude. Faut juste que voilà, j'apprenne à moins me laisser aller, même si encore une fois on est d'accord, la lecture reste un plaisir, hein. Avec ou sans pression, voilà, hein, si j'avais pas envie de lire aujourd'hui, je ne lirais pas, je ne me force pas jamais, mais disons que des fois j'ai besoin d'un petit coup de allez Laura, on y va une petite carotte. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse bien fort, merci encore du coup de vos passages par ici, de vos mots, de vos commentaires. Ah, et si j'ai publié quelques titres de musique sur Instagram en story. Vous avez été nombreux et nombreuses du coup à me demander où vous pouviez retrouver toutes les musiques que j'écoute. Il y a dans mes stories à la une un petit onglet qui s'appelle musique. Et sur une bonne idée de plusieurs d'entre vous, je suis en train de constituer une playlist Spotify avec les titres que j'écoute, que je vais du coup enrichir au fur et à mesure. Donc si vous avez Spotify, n'hésitez pas, enfin de toute façon je mettrai la référence de la playlist en story, mais voilà, il ne faudra pas hésiter à aller voir du coup la playlist directement sur Spotify. Voilà, allez, cette fois je vous ai tout dit, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.